Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité ce soir. Lancement des travaux de la centrale photovoltaïque de Ferké. Un investissement de 41 milliards de francs CFA. Des milliers de ménages pourront bénéficier de l'électricité produite. Le ministre de l'Énergie, Mamadou Sangafowa Coulibaly, a réaffirmé la politique du gouvernement de l'électricité pour tous. Ils vont participer à un grand concours éducatif organisé par Smart Africa Student. Les 10 meilleurs bacheliers ivoiriens vont étudier dans des universités au Maroc de renommée à Fès et Marrakech. Une délégation marocaine conduite par la présidente de cette organisation était chez la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Maria Toukone. Et puis focus sur les femmes qui transforment le manioc et les graines de palme. Dans le village de Dietokro, à Boisseau, elles produisent l'attiéké et le savon. Ces activités leur permettent d'être autonomes financièrement avec abnégation et courage. Ces femmes participent au développement socio-économique de la localité. On en parlera dans ce journal. Appel à un cessez-le-feu immédiat en RDC. Un sommet des chefs d'État de l'Afrique de l'Est et de la SADC est tenu ce samedi en Tanzanie. La RDC demande notamment la rétrocession de Goma aux autorités légitimes. La Côte d'Ivoire veut renforcer la production en énergie fossile. Les travaux de construction d'une centrale photovoltaïque ont été lancés à Ferké. Le pays va passer à 45% d'énergie renouvelable à l'horizon 2030. Le ministre des Mines, du Pétrole, de l'Énergie l'a annoncé lors du lancement du chantier Soro Corona. Par ce geste symbolique, le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafowa Coulibaly, lance les travaux de construction de la deuxième centrale photovoltaïque de la Côte d'Ivoire. Le pays veut atteindre le mix énergétique de 45% en énergie renouvelable à l'horizon 2030 et un taux de couverture électrique de 100% d'ici fin 2025. Le président s'est rendu compte qu'une chose est d'électrifier une localité, une autre chose est que les populations qui vivent dans cette localité aient de l'électricité dans leur maison. D'où la mise en place du programme d'électrification pour tous, le PEPT, qui a permis de connecter aujourd'hui près de 4 millions d'Ivoiriens. Ce projet ambitieux qui incarne la vision du chef de l'État est réalisé par un privé à plus de 41 milliards de francs CFA. Dès la fin de l'année 2025, cette centrale photovoltaïque de dernière génération et d'une capacité de 50 MW crête produira chaque année près de 90 gigawattheures d'énergie propre, permettant ainsi d'alimenter plus de 370 000 foyers dans cette belle région du Tchologo. Les populations de la région du Tchologo saluent la réalisation de ce projet novateur. Pour 2025, plusieurs centrales photovoltaïques seront construites dans le pays, a annoncé Mamadou Sangafowa Coulibaly. Il y a une autre centrale à Bondou pour laquelle nous allons poser la première pierre avant la fin de ce mois. Il y a une autre centrale qui est prévue à Korogo, il y a une centrale qui est prévue à Kong, il y a une qui est prévue à Katiola, il y a une qui est prévue à Soubré. Enfin, nous avons vraiment suivi quasiment l'ensemble du territoire, notamment la localité où nous avons un ensoleillement qui permet d'avoir un rendement intéressant. À travers ces centrales, la Côte d'Ivoire veut basculer des énergies fossiles aux énergies renouvelables. La centrale photovoltaïque de Ferké-Sédougou est la deuxième après celle réalisée à Boundiali. Et dans ce développement énergétique, un autre secteur pose des pas chaque jour un peu plus pour sa croissance, promouvoir et valoriser la production cinématographique et audiovisuelle ivoirienne et africaine. C'est l'objectif de la NISA, la Nuit ivoirienne du 7e art et de l'audiovisuel. La prestigieuse cérémonie permet de récompenser les meilleures œuvres et acteurs. La commissaire générale Patricia Kalou est l'invitée de la page culture. Madame, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Je vous en prie, c'est depuis 2019 que l'aventure a commencé. Oui, bien sûr. La dernière édition, c'était en novembre. C'était en novembre 2024. Bien passé. Très, très bien passé. D'accord. On aura l'occasion de faire le bilan et de regarder les perspectives. Tout à fait. Notamment pour la 6e édition. Vous avec restez avec plaisir. nous. On va faire le tour de l'actualité. Dans ce tour de l'actualité, justement, la mairie d'Abobo veut assainir le cadre de vie des habitants. Le maire, Kandia Kamara, a installé 50 comités locaux d'assainissement. Ils ont reçu du matériel pour ramasser les ordures dans les quartiers. Ces comités vont sensibiliser les populations aux bonnes pratiques de salubrité. Nous, Sangaré, Franck Wadio. Par ce geste, Kandia Kamara, maire d'Abobo, donne le top départ de l'opération Grand Ménage dans sa commune. Objectif, débarrasser rues, ruelles, quartiers et sous-quartiers des ordures et eaux usées. Pour l'atteinte de cet objectif,
50 comités locaux d'assainissement, de salubrité et d'hygiène viennent d'être installés. On va sensibiliser les uns et les autres, d'abord pour le bien fondé de la propriété et maintenant mettre en exécution le programme du gouvernement. Faire en sorte que vraiment tout le monde puisse vivre dans un cadre sain, propre. Au niveau des différents quartiers, nous avons mobilisé nos différentes bases à l'effet d'assainir leur quartier et travailler à ce que Abobo soit la commune la plus propre. L'année 2025 a été placée sous le sceau de la salubrité et du civisme par le conseil municipal. C'est pourquoi le premier responsable, Kandia Kamara, exhorte les populations d'Abobo à s'approprier cette opération de salubrité. Nous ne voulons plus que les femmes versent l'eau sale dans les rues. Nous ne voulons plus que les hommes raccordent les toilettes de leur domicile au caniveau. C'est pas ça, c'est pas normal. Notre objectif est d'améliorer considérablement les conditions de vie et de travail des Abobolais et des Abobolaises. Cette action grand ménage bénéficie du soutien du ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité qui offre pour l'occasion un lot de matériel à la commune. Dans cette même dynamique, Kandia Kamara et plusieurs personnalités de la commune ont été élevés au rang d'ambassadeurs de la salubrité par le ministère. Et au niveau de l'éducation, la coopération se renforce entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Le Royaume remet des bourses d'excellence pour récompenser les futurs bacheliers ivoiriens. Ils vont participer à un grand concours éducatif organisé par Smart Africa Student. Les meilleurs, les vainqueurs, seront formés dans d'importantes universités du Maroc. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mariatou Kone, a reçu une délégation marocaine conduite par la présidente de cette organisation, Sephora Zegui. Les relations Côte d'Ivoire-Maroc se portent bien. Cette année encore, le royaume chérifien a décidé d'offrir 10 bourses d'études pour permettre aux bacheliers ivoiriens de poursuivre leurs études dans de prestigieuses universités. L'université, depuis sa création, elle n'a pas hésité éventuellement à développer son réseau à l'échelle continentale et la présence des étudiants ivoiriens a marqué quand même de l'excellence à l'université. C'est ce qui justifie qu'on est là aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est avec fierté que je suis accompagnée par de prestigieuses universités marocaines dans le cadre de le lancement de la bourse d'excellence et l'excellence académique ivoirienne. Tout d'abord, je tiens à remercier chaleureusement Madame le ministre. Sans elle, cette initiative n'aura pas vu le jour. Ingénierie, intelligence artificielle, énergie renouvelable, management, agro-industrie et industrie pharmaceutique. Ces filières sont autant d'opportunités offertes aux jeunes Ivoiriens. C'est vraiment une grande joie pour l'État de Côte d'Ivoire de savoir que des élèves, à l'issue de leur baccalauréat, pourront, à travers un concours, les meilleurs, les excellents, pourront bénéficier donc de cette bourse, de pouvoir se former. Le Maroc nous aide à former ainsi le capital humain de la Côte d'Ivoire. Je voudrais vraiment dire un grand merci au peuple marocain. Pour cette année, elles vont couvrir l'intégralité des frais académiques et les billets d'avion. Notons que la formation du capital humain est une recommandation des EGENA, les États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Dans le renforcement de capacité, le Fonds de développement de la formation professionnelle veut mobiliser des ressources. Le FDFP a organisé une session de réflexion sur le financement et les offres de formation pour les entreprises. Ces travaux permettront d'évaluer les besoins en formation et élaborer les projets. Jean-Marc Diadji. Le Fonds de développement de la formation professionnelle, FDFP, étudie les perspectives de financement des offres de formation. Face à l'afflux croissant de demandes au cours des 2 dernières années, l'institution veut accroître ses capacités d'intervention. Évidemment, les entreprises vont gagner déjà en efficacité par rapport à nos modes d'intervention, par rapport à la pertinence et à la justesse de nos interventions, et notamment en ce qui concerne le secteur informel, le secteur non structuré, l'agriculture, qui sont des secteurs très abondants en emploi, les très petites entreprises. Donc vont avoir en face, en ce qui concerne les prestations du FDFP, un ajustement, un alignement sur leurs besoins et une pertinence de nos interventions. Les conclusions de ces travaux serviront de base à un plaidoyer.
Celui-ci sera présenté lors d'une conférence nationale des bailleurs pour le développement des compétences prévue au premier semestre de l'année 2025. Le FDFP, qui existe depuis 1991, est l'institution en charge du renforcement des compétences des travailleurs du secteur public et privé. Dans un autre secteur maintenant, pour cette année 2025, le ministère de l'Environnement va veiller au respect des normes environnementales. Une attention sera accordée aux questions de pollution volontaire et naturelle des cours d'eau, l'impact du changement climatique, la mobilisation des ressources entre autres. Le ministre Jacques Saoré-Conan a engagé tous les acteurs à la synergie d'action. Franck Quadio. Après une année 2024 axée sur la visibilité de l'action gouvernementale, Jacques Kona Saoré, à la faveur de la rentrée solennelle 2025 du ministère de l'Environnement, indique à l'ensemble des structures sous tutelle la vision pour les 11 mois à venir, surtout que l'année écoulée. Nous avons fait adopter le projet de loi sur le changement climatique. Nous avons créé un comité pour réfléchir sur la mise en place d'un éco-organisme dans le cadre de la lutte contre la pollution plastique. Nous avons élaboré un portefeuille national de projets pour booster la mobilisation des ressources. N'empêche, les relents du changement climatique et l'incivisme sont restés préoccupants. Le rétrécissement de la lagune ébriée avec la perte d'une superficie de près de 2,5 millions de mètres carrés causée par les remblayages et dont 80% des activités ne disposent ni d'autorisation ni d'études préalables. La mortalité brusque de près de 3000 tonnes de poissons dans la baie de Biétry en mars 2024. Les plaintes récurrentes des populations du fait des activités des cimenteries. En clair, de nombreux défis à relever. C'est pourquoi j'ai décidé de placer cette nouvelle année sous le signe de la rigueur dans l'application de la réglementation environnementale, en choisissant comme thème de l'année le respect des normes environnementales. Le ministre en charge du développement durable appelle donc l'ensemble de ses collaborateurs à l'application des réformes en lien avec le nouveau code de l'environnement, un engagement pris par l'ensemble du secteur lors de cette rentrée solennelle dans le cadre boisé du Parc national du Banco. Je vous emmène maintenant dans le sud Comoé. Nous allons voir des femmes qui transforment le manioc et les graines de palme. Dans le village de Dietokro, à Boisseau, elles produisent l'attiéké et le savon. Elles donnent ainsi une valeur ajoutée aux produits locaux. Ces activités leur permettent d'être autonomes financièrement. Avec abnégation et courage, ces femmes participent au développement socio-économique. Transformation de manioc et de palme, la résilience à toute épreuve, un sujet de Jeanne Toubé. Ici, une unité de fabrique artisanale de savon appelée Kabakro, bien connue des populations en Côte d'Ivoire. La production est journalière. L'œuvre des femmes, aidée par quelques hommes assurant les tâches spécialisées dans le processus de fabrication. Bienvenue à Diatokro, village de la région du Sud Comoé, à une quinzaine de kilomètres d'Aboisseau, le chef-lieu de région. Je paye une rouge et puis je mets mettre au feu. Quand ça devient blanc, après ça, je ramasse encore, je vais mettre dans l'autre barrique. Je mets payer soda. Je vais le mettre dans l'eau pendant 3 jours avec sel. Si je mélange pendant 3 jours, que c'est refroidi. Moi, mais je ne fais pas. Je prends les garçons pour venir faire. C'est eux qui mélangent et c'est eux qui font. Un barrique à 5 000. On fait la récolte chaque fin de mois. Donc maintenant, les femmes s'en vont ramasser. On leur donne les graines. Pour faire savon, on ne leur donne pas le régime. On leur donne les graines. Puis on laisse, quand c'est bien mûr, là, c'est les graines qui tombent. Les graines de palme est l'élément essentiel de la fabrication du savon Kabakro. Si les femmes n'en sont pas les productrices, elles s'illustrent dans sa transformation. Elles produisent en moyenne 30 tonnes de savon par mois, exportées vers les pays de la sous-région, l'équivalent d'un camion remorque. Aujourd'hui, la commande a doublé. Parce qu'aux années antérieures, on faisait au moins chaque 2 mois, chaque 3 mois, un chargement. Mais aujourd'hui, on fait au moins 2 chargements par mois. À Diatokro, on fabrique du savon, mais pas que. Les femmes s'adonnent également à l'activité de transformation du manioc, tubercule à partir duquel on peut obtenir d'autres dérivés. Les gens payent pour faire gari, plakali, atiéké, akoumbe. D'autres même pour faire dokunou. On mélange avec maïs pour faire dokunou. Les femmes qui viennent payer avec nous, ils prennent ça à crédit. Souvent, pour avoir ton argent, même là, tu as des problèmes. C'est tôt le matin jusque tard dans la nuit et tous les jours que les femmes de Diatokro investissent le bord de la nationale A100
qui traverse le village, le Naboisseau. C'est l'espace que leur a octroyé la chefferie de Diatokro pour transformer les graines de palme et le manioc. Un endroit que certains jeunes du village appellent ironiquement zone industrielle. C'est dans une dynamique de relèvement économique que chacune de ces femmes y trouve son compte. Chaque matin, on vient ici pour venir tailler manioc. Des fois, le couteau nous coupe, mais on travaille quand même. On est dessus. Si on gagne manioc, on épluche. Si on n'a pas gagné aussi, on s'en va à la maison. Le manioc là, est trop cher. La cherté du manioc en cette période de raréfaction de ce tubercule, objet de toutes les attentions, les transformatrices individuelles ou regroupées en coopérative à l'exemple de l'Anaya de Diatokro en subissent l'effet. Il faut débourser entre 235 et 260 000 francs CFA pour un chargement de bâcher, 70 000 francs CFA pour celui d'un tricycle. Quand on y ajoute la paye des journalières, comme les éplucheuses, les laveuses de manioc, sans compter le prix du broyage, selon les transformatrices, cela explique aujourd'hui pourquoi les produits dérivés du manioc sont devenus chers, à commencer par la pâte. Non, c'est pas facile même, parce que le manioc est trop cher. On n'a pas les moyens pour travailler. Elles ne se découragent pas pour autant. Les femmes transformatrices de Diatokro, de vraies battantes pour qui toute difficulté est un défi. Aujourd'hui, elles ont fait leur preuve et envisagent d'aller encore plus loin. Nous voulons un financement pour créer une chaîne de valeur pour le Plakali, même pour le savon Kabakourou. Parce qu'actuellement, nous travaillons archaïquement, avec nos forces. Nous les soutenons, les encadrons. L'exemple de Diatokro a inspiré. Elles envoient le Plakali au Sénégal, le Kabakourou au Burkina. Or, le Garba que les femmes font, ça ne peut pas être exporté. Parce que quand on veut exporter, il faut vraiment avoir du matériel adéquat pour pouvoir sécher la tchéké. Ayeno, un village voisin, dans le domaine de la tchéké, veut être ce qu'est Diatokro en matière de production de savon Kabakourou et de pâte de manioc. Une ambition qui passe par le regroupement de productrices en coopérative pour un meilleur écoulement de leur attiqué. La transformation de manioc et de palme, la résilience à toute épreuve des femmes de Diatokro à Boisseau et du Sud Comoé, allons dans le nord du pays. C'était la 12e édition de la nuit du Maracana à Dianra, dans la région du Béret. L'édition 2024 a rassemblé les jeunes, les autorités et personnalités politiques à un événement sportif qui permet de fédérer et renforcer les liens. Un moment de cohésion et d'unité présidé par le ministre Amadou Koulibaly à Mississoko. Dianra, région du Béret, finale de la 12e édition de la nuit du Maracana. Plus qu'un simple tournoi, cette compétition symbolise l'union dans la région. La cérémonie a été marquée par des motions de soutien et de gratitude envers le chef de l'État Alassane Ouattara pour ses nombreuses actions de développement menées dans la région. Remercions le président, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour la couverture du département au réseau électrique, le bitumage des axes routiers majeurs du département de Dianra. Nous, jeunesse du département de Dianra, lançons un appel pressant à la candidature du président, son Excellence Alassane Ouattara, à l'élection présidentielle octobre 2025. Et l'assurance de notre soutien total. L'honorable Nyanga Djoumankone, député de Dianra et parrain de l'événement, a exhorté les populations à pérenniser ce tournoi en tant que creuset d'unité et de cohésion sociale. Je vais faire en sorte que la nuit du Maracana, qui réussit à rassembler tout le monde, je vais pérenniser ce rassemblement. Présidé par Amadou Koulibaly, ministre de la Communication et membre du directoire du RHDP, la cérémonie a aussi mis en lumière les progrès réalisés sous le leadership du président Alassane Ouattara. Les motions qui ont été adressées, qui sont des motions de soutien à la candidature du président. Je veux saluer ces motions-là. Le président a commencé à nous répondre un peu, et qu'il est en pleine forme. Nous soutenons sa candidature et je suis heureux d'entendre Diarra soutenir la candidature du président. Après les éliminatoires entre 40 équipes, la finale de l'édition 12 de la nuit du Maracana à Diarra oppose Yeletiele en blanc à Espoir Foot de Diarra, avec une victoire de Yeletiele, 1-0.
Au-delà du sport, l'événement a aussi été marqué par des gestes de générosité. Le ministre Amadou Coulibaly a remis 2 motos au président des cantons Bato et Nibi, des équipements sportifs, du matériel scolaire pour le lycée et le collège, ainsi qu'une enveloppe de plus de 6 millions de francs CFA. Dans l'actualité politique ce soir, le Woroba va rendre hommage au président de la République. Les élus et cadres préparent la rencontre. Ils vont mobiliser toutes les régions de ce district pour exprimer leur gratitude au chef de l'État. Ils se donnent donc rendez-vous le 22 février à Séguila, à Métraoré. En reconnaissance de ses actions en faveur du développement de la région, le district du Woroba rendra un vibrant hommage au président de la République. L'hommage prévu pour le 22 février 2025 à la place de la République de Séguila rassemblera toutes les composantes sociales et politiques de la région. Ce sont plus de 20 000 personnes qui sont attendues pour cet événement républicain qui se veut inclusif et festif. La reconnaissance chez nous est une valeur cardinale. Elle est ancrée dans nos sociétés et nous savons dans les régions qui sont les nôtres, le Woroba, à savoir le Bafing, le Worodougou et le Béré, où est-ce que nous étions il y a quelques années de cela, où est-ce que nous sommes aujourd'hui en matière d'infrastructures de mobilité, en matière d'éducation, en matière de santé, en matière d'électricité, en matière d'hydraulique. Il était important pour nous de nous arrêter pour reconnaître donc les bienfaits qui ont été faits pour nous-mêmes et nos populations. Pour les populations du Woroba, le président Alassane Ouattara est l'architecte du développement. C'est un défi qui nous est lancé. Il faut que la mobilisation soit totale. Il faut que nous montrons au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, tous les bienfaits qu'il a réalisés dans le Grand Woroba. Le Woroba a une superficie de 31 088 km² avec une population de près d'1,5 million d'habitants. Il est composé de 3 régions qui sont le Worodougou, le Bafing et le Béré. L'Union des enseignants du RHDP s'est rendue dans la commune d'Atekoubé ce samedi. Elle a réaffirmé au coordonnateur principal, Paulin-Claude Danhaut, son engagement à aller à la conquête de nouveaux militants, un engagement qu'a salué ce responsable du parti, Khalil Diomandé. L'Union des enseignants RHDP se fixe le pari de faire adhérer la communauté éducative de la commune d'Atekoubé à l'idéologie du président Alassane Ouattara. Un engagement pris en présence du coordonnateur principal, Paulin-Claude Danhaut. Lorsqu'Alassane Ouattara arrivait au pouvoir en 2011, il avait 2 universités, Abidjan, Bouaké. Abouba et Djamé Nengue Abroua étaient annexes. Aujourd'hui, nous avons 9 universités en Côte d'Ivoire. De 2012 à 2024, il y a eu 608 collèges et lycées construits en Côte d'Ivoire. Le bilan d'Alassane Ouattara est tellement élogieux que nous, militants du RHDP, nous, militants de l'URHDP, c'est nous qui devrons porter le message. On dirait qu'à Atekoubé ici, on peut se dire que l'URHDP est désormais très fort ici et en train de jouer un rôle prépondérant pendant les élections. Le président n'a pas à se déplacer. C'est nous, militants, à la base, qui devrons aller porter le message. Quartier par quartier, commune par commune, nous ne laisserons aucun mètre carré à l'adversaire. C'est pourquoi j'appuie votre initiative pour que le 25 octobre 2025, un seul nom nous aide à continuer pour le rayonnement de la Côte d'Ivoire, soit le président Alassane Ouattara. Avant l'étape d'Atekoubé, l'URHDP était en opération séduction dans les régions du Poro, de l'Abagoué et du Tchologo. Elle ambitionne de sillonner toute la Côte d'Ivoire en vue de conquérir un nombre important de nouveaux militants pour le compte du RHDP. Sur le terrain politique, le président du PPACI a animé un meeting à Makori. Laurent Gbagbo appelle à une élection présidentielle démocratique et ouverte. Il a engagé ses militants à œuvrer pour un climat apaisé. Walter Amadou Ouattara. Stade du quartier résidentiel dans la commune de Makori. La tournée dénommée Kokoko du président du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, mobilise militants et sympathisants de ce parti politique. C'est le directeur de cabinet du président du PPACI, Emmanuel Aka, qui plante le décor. Monsieur le Président, après avoir été investi par notre parti lors de la convention du 8 mai 2024, vous avez décidé de renouer le contact direct
avec votre peuple, pour partager avec lui votre projet pour une Côte d'Ivoire nouvelle, réconciliée avec elle-même. Vous démarrez cette série de visites par le district d'Abidjan et ses environs. Que faire pour une élection présidentielle apaisée? C'est le sujet principal abordé par Laurent Gbagbo. C'est facile d'avoir des élections dans la paix. Il faut que chacun exprime son point de vue et on circule librement. Le président du PPACI fait également des propositions. Si on veut que les élections se passent dans la paix, la tranquillité et la sérénité, il faut que les élections elles-mêmes soient organisées dans la clarté pour que nous sortions avec un pays en paix. Les militants PPACI de ce jour sont issus des communes de Port-Boué, Koumassi, Treichville et Makori. Dans le reste de l'actualité, les chefs d'État de l'Afrique de l'Est et australe étaient à Dar es Salaam en Tanzanie ce samedi. 16 organisations régionales ont discuté de la situation dans l'Est de la RDC. Le président rwandais Paul Kagame était présent. Son homologue congolais Félix Tshisekedi a participé en visioconférence. Les dirigeants ont appelé les chefs militaires à mettre en place un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel dans un délai de 5 jours. La RDC demande notamment la rétrocession de Goma aux autorités légitimes, la réouverture de son aéroport et surtout la condamnation du Rwanda, soutien du M23. La semaine passée, la SADC avait pointé du doigt Kigali. Et voici maintenant la page culture. De jeunes peintres ivoiriens exposent leurs œuvres à la première édition de Toiles et Talents. Ils ont été sélectionnés parmi une centaine de candidatures. Les œuvres captives avec des thématiques abordées telles que l'identité, l'histoire et les défis contemporains du continent africain. À Makadi Koné, Khalil Diomandé. Ils ont été sélectionnés parmi une centaine de candidats pour exposer leurs œuvres à la première édition de l'exposition Toiles et Talents. Ces jeunes artistes peintres proposent des toiles qui abordent des thématiques variées telles que l'identité, l'histoire et les défis contemporains de l'Afrique. Dans mon travail, je parle beaucoup de la femme noire, des cheveux, la culture, notre beauté, notre élégance. On est authentique, on n'a rien envié au fait, on est belle. Mon travail est focalisé sur le retour aux sources et la promotion de la culture africaine. C'est pour cela, dans mes différentes œuvres, on obtient des personnages avec des yeux un peu globuleux, des bouches énormes, pour rappeler un peu la culture africaine. Cette première édition de Toiles et Talents ne se limite pas qu'à dévoiler des œuvres. Elle se propose également de promouvoir ces artistes au-delà des frontières ivoiriennes. Ce sera une opportunité pour eux de montrer leurs œuvres au grand public. C'est des gens qui n'étaient pas connus. Nous, notre rôle, c'est de les mettre à la lumière. Notre jeunesse est extrêmement innovante et cette exposition le reflète parce qu'elle met autour de nous d'abord des jeunes entrepreneurs. Elle met aussi en avant une plateforme extrêmement innovante dans laquelle chacune des œuvres se retrouve et puis elle met aussi en avant la créativité de nos jeunes artistes qui m'ont ébloui. Pendant 8 jours, les visiteurs pourront se laisser happer par cet univers où chaque trait, chaque nuance, chaque matière raconte une histoire. Et en littérature maintenant, Djonski Mampouya Arpela Kenissel est l'auteur de 3 œuvres. Il les a présentées dans 3 villes, Labouville, Bouaké et Odiéné. Une campagne que l'on voit avec Javet Kwasi, Soro Corona. Alassane Ouattara, bâtisseur infatigable d'une Côte d'Ivoire unie et prospère. Le rôle d'un citoyen envers son pays, tactique et procédé pour réussir une vente. Ce sont les 3 œuvres proposées au lecteur par l'auteur Djonski Mampouya Arpela Kenissel. L'écrivain vient d'achever une tournée de dédicaces des 3 romans dans les villes d'Agboville, Bouaké et Odiéné. Partout où il est passé, le public a réservé un bon accueil à l'écrivain qui dit participer à travers ses écrits au rayonnement social et économique de la Côte d'Ivoire. Il est essentiel pour l'avenir de notre pays que nous apprenons à la jeune génération qu'est-ce que c'est le respect de la chose publique. Parce que
que nous soyons élus, que nous soyons autorités ou citoyens lambda, le trait d'union est que nous sommes Ivoiriens et Ivoiriennes. Nous devons tous contribuer à pouvoir rendre notre pays un havre de paix où tous et toutes peuvent s'épanouir. Les amoureux de la lecture dont les plus chanceux sont ceux d'Agboville, Bouaké et Odiné, qui ont eu non seulement l'insigne honneur d'échanger avec l'écrivain, mais aussi de voir dédicacer les œuvres, disent être éblouis par le style d'écriture et les thèmes abordés par Gonski, Mampouya, Arpela, Kenizel. Ces 3 ouvrages sont de très belles factures et moi je pense qu'avec les titres déjà, c'est très alléchant. J'ai été beaucoup édifié, vraiment des œuvres, le contenu sur Dr Alassane Ouattara, le président. En tout cas, le début est vraiment intéressant. Rendez-vous dans les librairies pour savourer les 3 œuvres de l'écrivain. Et nous retrouvons Mme Patricia Kalou, l'invitée de la page culture, commissaire générale de la NISA, la nuit ivoirienne du 7e art et de l'audiovisuel. D'abord, dites-nous, pourquoi vous avez décidé de mettre en place la NISA pour récompenser les œuvres et les acteurs? Parce que pour nous, il est très important de montrer quels sont les métiers qui existent derrière un film. Un film, c'est une œuvre commune, donc il y a une chaîne de valeur autour et personne ne sait. Donc il était très important pour nous de valoriser tous ces métiers qui existent et qui ne sont pas connus. En novembre dernier, c'était la 5e édition. Tout à fait. Faites-nous un bilan de cette édition 2024. Le bilan, il a été très positif parce que, exceptionnellement, nous avons eu 8 séries. C'était la première fois. Habituellement, on en a 4. Ça montrait la floraison des séries dans notre pays et des séries de qualité, je vous assure. Et nous avons eu un jury international, un jury du Gabon, du Sénégal, du Bénin, du Maroc. C'était aussi l'innovation de 2024. C'était cette innovation-là et vraiment, ils ont apprécié, ils ont souligné l'engagement des professionnels et la qualité des productions. Et nous avons été marqués aussi par l'adhésion du public et des professionnels. Aujourd'hui, la NISA est devenue incontournable. C'est une plateforme pour faire connaître ses créations, pour se faire connaître et faire la promotion de ses contenus. Donc c'était très important pour nous, en tout cas cette édition-là, de voir tous ces changements et surtout l'adhésion des professionnels. Alors, on va revenir dans le détail, mais cette édition, vous l'avez dit, a marqué un tournant dans la valorisation de l'industrie cinématographique ivoirienne. On en parle avec Marie-Chantal Akandan et on se retrouve juste après. Strass, paillettes et cinéma. La 5e édition de la nuit ivoirienne du 7e art et de l'audiovisuel, NISA, a illuminé Abidjan le vendredi 22 novembre dernier. Le Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire a accueilli de nombreux invités pour célébrer le talent et la créativité du cinéma ivoirien et africain. La cérémonie a récompensé les figures emblématiques du 7e art. Ce sont 22 trophées qui ont été décernés aux lauréats. Le NISA d'Or 2024 a été attribué à Landry Agbadou pour son film Gla. 2 icônes du cinéma ivoirien, Thérèse Taba et Akissi Delta, ont été honorées pour leur contribution exceptionnelle à l'industrie cinématographique. Organisée par la Conférence des producteurs audiovisuels de Côte d'Ivoire sous le leadership de leur présidente, Claude Nadine Patricia Kalou, commissaire générale de la NISA. Cette 5e édition a connu la participation d'actrices africaines, Muriel Blanche du Cameroun et Aïssa Maïga du Sénégal, venues soutenir cette grande messe du cinéma. Une édition qui confirme une fois de plus la montée en puissance du 7e art ivoirien et son rayonnement sur la scène internationale. La 5e édition de la NISA a été rehaussée par la présence des ministres de la Culture et de la Francophonie, du Tourisme et des Loisirs, ainsi que la participation de plusieurs autres personnalités. Gla de Landry Agbadou, NISA d'Or 2024. Exactement. Qu'est-ce qui a fait la différence sur ce long métrage? Alors, c'était un long métrage avec du suspense et de l'horreur. C'est quelque chose qui est assez nouveau. Les films d'horreur n'existent pas. Et c'était un documentaire qui a vraiment effrayé... En production locale. En production locale. Et donc, le jury a été vraiment émerveillé par cette production-là qui s'est faite en plus très rapidement. Et c'est une production qui a été très appréciée. Et ce que l'on remarque également, ce sont ces innovations au fil des années. Tout à fait. Et vous vous êtes maintenant intéressé aux émissions télé. Tout à fait.
Parce que les émissions télé font partie de l'audiovisuel. L'ANISA, c'est le cinéma, mais c'est aussi l'audiovisuel. Donc, il était très important pour nous de marquer cet aspect des choses. Et donc, les émissions télé nous intéressaient parce qu'elles sont très appréciées du public. Et donc, il était vraiment très important pour nous d'associer les émissions de télévision puisqu'elles existent parce qu'il y a des équipes derrière. Donc, il était très important aussi de les intégrer à l'ANISA. Et je sais aussi que l'ANISA cherche à structurer et à professionnaliser les acteurs, le secteur. Mais jusque-là, qu'est-ce qui est fait? La formation, parce qu'avant la grande soirée, nous avons des masterclass, nous avons de la formation justement, parce qu'il est très important d'avoir un secteur qui est structuré, qui est formé. Et si nous voulons atteindre la qualité pour que nos productions puissent voyager, puissent être projetées à l'international, il est très important que nous puissions avoir des professionnels structurés et formés. Et au-delà de la récompense, il y a ce développement du secteur. Aujourd'hui, le vrai problème, c'est aussi l'accès au marché. Qu'est-ce qui est fait? Justement, il y a le SICA qui existe pour venir renforcer l'ANISA parce que c'est très important. Le Salon international du contenu audiovisuel. Tout à fait. Qui aura lieu en juin. Qui aura lieu en juin parce que c'est très important pour nous de vendre aussi nos productions. Donc l'ANISA permet de pouvoir connaître ces créations, de pouvoir en faire la promotion. Et justement avec le SICA qui est un rendez-vous très important, nous permet de pouvoir vendre. Parce qu'au SICA, il y a des experts qui arrivent, il y a des chaînes de télévision et c'est très important pour nous, en tout cas, de participer et à l'ANISA et au SICA. Et au-delà de la récompense, par exemple, pour GLA, il y a aussi cet accompagnement certainement qui doit se faire, ces 5 millions de francs CFA. On aimerait même donner plus. On aimerait même donner plus parce que pour nous, un film, 5 millions, c'est vrai que ça permet le développement, mais pour faire un film aujourd'hui, c'est une centaine de millions. Et donc, Dieu merci, il existe aujourd'hui des structures telles que l'ASDM, telles que le FONSIC, en tout cas qui soutiennent tout ce qui est production audiovisuelle et qui nous aident à pouvoir faire avancer tous ces projets qui sont de très belles. Ça veut dire que l'année prochaine, vous allez faire plus? On espère. Nous sommes en train de faire un plaidoyer auprès de notre ministère de tutelle, le ministère de la Culture, qui nous aide énormément, qui a été le partenaire officiel de l'édition passée, en tout cas pour institutionnaliser, pour pérenniser l'événement et pour nous donner encore plus de moyens, bien entendu avec le ministère de la Communication. Et je pense aussi à toutes ces petites mains, permettez-moi l'expression, derrière parfois les caméras qui aident à la production. Voilà. Est-ce que vous pensez à leur développement et aussi, pourquoi pas, les impliquer d'une certaine façon, à les récompenser? Bien sûr, on souhaiterait bien, mais comme je vous le dis, c'est une question de moyens parce que la chaîne des valeurs, elle est très étoffée. Tout le monde veut participer à l'ANISA et je pense que progressivement, en tout cas, on va essayer d'intégrer chaque métier pour que chacun puisse avoir un prix à l'ANISA. Et ça nous permet justement de parler des perspectives. C'est déjà la 6e édition cette année 2025. On est déjà en préparation et on espère qu'on va faire mieux parce que c'est toujours un nouveau défi à relever. Il y a un rêve en tout cas au sein de l'ANISA, c'est de pouvoir ouvrir l'ANISA à des pays de la sous-région qui aimeraient participer. L'année passée, on a eu un prix pour l'interprétation internationale, mais on souhaiterait vraiment que tous ces pays frères puissent participer à l'ANISA comme ils le souhaitent. Et il y a certainement des innovations que vous allez faire? Bien sûr, toujours. Et ça, c'est les grosses surprises, les innovations. On y travaille parce que chaque fois qu'on apporte une innovation, elle est bien réfléchie et elle correspond au règlement intérieur. Donc, on est en train de travailler dessus. Vous allez maintenir le jury international? Tout à fait. Le jury international est primordial. Ça donne une légitimité aux résultats et c'est très important aussi d'avoir toutes ces personnes-là qui connaissent leur travail, juger les productions locales. Oui, justement, juger les productions locales. C'est ce que vous faites aussi, car puisque vous êtes présidente du jury du concours de pitch depuis la première édition, ça me permet de vous poser la question sur le développement cinématographique. Quand on regarde l'engouement depuis la première édition du SICA de ces jeunes dans le secteur du cinéma, qu'est-ce que vous en pensez? Nous, on est très heureux. Ça veut dire que vraiment le message que nous essayons de passer est en train d'arriver à tous ces jeunes-là. Le cinéma est très important. C'est un domaine qui est pourvoyeur d'emplois. Donc, il est très important que les jeunes puissent s'y intéresser. Et justement, avec le SICA, le ministère a revu l'enveloppe à la hausse pour les prix. Nous sommes à 50 millions aujourd'hui pour pouvoir développer les projets. Plusieurs projets, un projet série film 25 millions et tous les autres projets 10 millions et 5 millions. Donc vraiment on montre qu'il y a des choses à faire et on aimerait vraiment que tous ces jeunes s'y intéressent et même les professionnels. Donc rendez-vous déjà pour le SICA. Pour le SICA et l'ANISA. Juste après l'ANISA. Tout à fait. Merci Madame Patricia Kalou, commissaire générale de l'ANISA. Merci l'invité de la page culture. Merci encore. Merci. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h ce soir. Le sage nous apprend qu'on ne jette pas de
pierre, là où se trouve la calebasse. Dieu le voulant, on se retrouve demain.